Tu veux faire des études supérieures. C'est bien. Débrouille-toi toute seule, m'a dit ma mère en faisant glisser un chèque de 250 000 € pour les frais de scolarité de sa prestigieuse école de commerce à travers la table vers ma petite sœur. Même table, même dîner, même parents, mais une fille complètement différente. 7 ans plus tard, je me tenais au fond de la salle lors du mariage de ma sœur. C'était un mariage payé par ces mêmes parents qui n'avaient pas pu épargner le moindre centime pour mon avenir. Ma mère a balayé la pièce du regard et a chuchoté à mon père, « Pourquoi a-t-on l'impression qu'il manque quelque chose ?» Avant que quiconque ne puisse répondre, le marié a pâli. Il m'a regardé, puis a regardé Chloé, puis s'est tourné de nouveau vers moi, et il a prononcé un seul mot qui a réduit au silence les 200 invités. Assise ici avec mon café, regardant le monde défiler, cela me rappelle que la vie finit toujours par rééquilibrer la balance. Bienvenue sur la chaîne Les Cartes Rebattues. D'où nous rejoignez-vous aujourd'hui? Et quelle est votre boisson préférée en ce moment? J'ai toujours hâte de lire vos commentaires. Mais tout d'abord, nous devons retourner à cette table de cuisine. La table du dîner de ce soir-là n'était pas seulement l'endroit où mon avenir avait été rayé de la carte. C'était, littéralement, une scène de crime. Je ne suis pas allé dans ma chambre pour pleurer ou faire mes valises. Je suis allé à mon bureau pour effectuer un audit. Dans le monde de la cybersécurité, nous parlons constamment de vulnérabilité, et la mienne était d'avoir laissé ma carte d'identité et mes données personnelles entre les mains de personnes qui me considéraient comme une ressource naturelle à exploiter. Pendant que Chloé était à l'étage en train de choisir des pyjamas en soie pour sa nouvelle vie d'étudiante parisienne, je fixais mon relevé d'incident bancaire. C'était un cimetière de dettes non autorisées. 45 000 € de crédit à la consommation à taux exorbitants, tous souscrits en mon nom au cours des 2 dernières années. Mes parents n'avaient pas seulement refusé de payer pour mes études, ils avaient usurpé mon identité pour financer son luxe. J'ai ressenti une étrange et froide lucidité à cet instant. Pendant des années, j'avais été l'investisseuse silencieuse de leur version toxique de la famille. J'enchaînais les petits boulots depuis l'âge de 16 ans, glissant de l'argent liquide à mon père lorsqu'il se plaignait d'urgences financières, ou laissant ma mère utiliser mes économies pour des réparations ménagères qui semblaient toujours coïncider avec la nouvelle garde-robe de Chloé. Je restais à cause de cette chaîne invisible, cette cage psychologique qui maintient un enfant en mode survie, attaché à un foyer toxique. C'est une prison sans barreaux. Pourtant, on a l'impression de ne pas pouvoir en sortir parce qu'on attend encore ce fameux moment de fierté. Ce fameux « je t'aime » qui ne serait pas purement transactionnel. Mais 45 000 € d'usurpation d'identité, ce n'est pas un simple désaccord familial. C'est une prise de contrôle hostile. Je ne les ai pas affrontés. Je ne leur ai pas donné une seule chance de me manipuler ou de me dire que je faisais encore un drame pour rien. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à cliquer. J'ai déposé une plainte officielle auprès de la police et de la répression des fraudes. J'ai appelé le service des fraudes de chaque banque figurant sur cette liste. Je leur ai dit l'absolue vérité. Ces prêts n'étaient pas autorisés et j'étais prête à poursuivre en justice les individus qui avaient falsifié ma signature. À 4 heures du matin, j'avais fait bloquer mes comptes et signaler le vol de mon identité à la Banque de France. J'ai fait une seule valise avec mon ordinateur portable, mes manuels scolaires et les quelques vêtements que j'avais réellement achetés avec mon propre argent. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'avais plus rien à expliquer à des gens qui considéraient mon avenir tout entier comme une simple garantie pour le confort de leur enfant préféré. J'ai laissé la clé de la maison sur le plan de travail de la cuisine, juste à côté de la machine à expresso que ma mère mettait en marche tous les matins à 6h15. En marchant vers l'arrêt de bus dans l'aube grise de la banlieue bordelaise, j'ai réalisé que ma compassion avait été un luxe sur lequel ils étaient à découvert depuis des années. Ce n'était pas une dépression. C'était un bilan comptable qui était enfin réglé. J'ai entamé les démarches pour changer légalement de nom de famille cette semaine-là. Camille Dupont est morte pendant ce trajet en bus et Camille Leroy est né avec rien d'autre qu'un historique bancaire vierge et un besoin implacable de construire une vie qu'il ne pourrait jamais manipuler. Cette année ont passé. Dans le monde de la technologie, c'est une éternité. Dans le monde de la survie, c'est juste une longue et épuisante succession de nuits où l'on oublie ce que l'on ressent quand on est vraiment reposé. Je ne me suis pas contenté d'aller à l'université. Je l'ai occupé. J'étais le fantôme au fond de l'amphithéâtre, généralement endormi dès la 4e diapositive, parce que je venais de terminer un double service comme plongeuse dans une brasserie animée du quartier Saint-Pierre. Mes mains étaient une carte vivante de ma soi-disant indépendance.
Elles étaient rouges, gercées, et sentaient en permanence le savon industriel et le dégraissant au citron. Je me souviens les avoir regardées pendant un examen final en sécurité des réseaux, mes doigts tremblaient tellement que je pouvais à peine taper sur mon clavier. La fille assise à côté de moi avait une manucure parfaite et un café latte que son père lui avait probablement payé par virement 5 minutes plus tôt. Elle a regardé mes mains avec un mélange de pitié et de dégoût, comme si j'étais une anomalie dans son monde parfait. Je ne voulais pas de sa pitié. Je voulais son filet de sécurité. Pendant ces années, j'ai découvert le coût caché du fait d'être l'enfant difficile. J'appelle cela la taxe de résilience. C'est le prix invisible que vous payez quand vos parents décident que vous êtes assez forte pour supporter d'être abandonné, afin qu'ils puissent concentrer la moindre de leurs ressources sur l'enfant qui est trop fragile pour le monde réel. Ils ont utilisé ma force comme une excuse pratique pour leur négligence. Parce que je pouvais survivre sans leur aide, ils se sont convaincus que je n'en avais pas besoin. Mais être forcé d'être forte n'est pas un don. C'est une réponse à un traumatisme. Pendant que je dormais avec ma veste parce que je n'avais pas les moyens de m'acheter un manteau d'hiver, Chloé se découvrait elle-même en Europe. L'algorithme, dans son infinie cruauté, glissait occasionnellement une photo d'elle dans mon fil d'actualité. Chloé sur un balcon à Florence, sirotant un vin hors de prix à l'heure dorée. Chloé tenant un sac de créateur devant le Duomo. Elle avait l'air radieuse et choyée. Et le pire n'était pas seulement le favoritisme. C'étaient les mathématiques. Je savais exactement comment elle payait cet été italien. Elle mangeait des truffes et achetait des chaussures en cuir avec les 45 000 € que mes parents avaient empruntés en mon nom. Elle se construisait des souvenirs sur les ruines de ma solvabilité. Chaque fois que je récurais une poêle brûlée ou que je sautais un repas pour me payer le passage d'une certification informatique, je payais les intérêts de son luxe. Je n'ai pas cherché à les contacter. Je n'ai pas envoyé un seul SMS de colère. J'ai juste gardé la tête baissée et j'ai fondé mon propre cabinet, Crestlin Cyber. J'ai codé jusqu'à ce que mes yeux saignent. J'ai audité les systèmes de petites entreprises jusqu'à ce que mon nom devienne un murmure de fiabilité dans l'écosystème tech bordelais. Je n'ai pas créé une entreprise pour devenir riche. Je l'ai créée pour devenir intouchable. Parce que lorsque vous avez payé la taxe de résilience dans son intégralité, vous réalisez que la seule personne qui peut vraiment protéger votre avenir est celle que vous voyez dans le miroir. À l'âge de 28 ans, j'avais enfin troqué l'odeur du dégraissant contre le parfum d'un expresso haut de gamme et de bail de serveur hors de prix. Crestlin Cyber n'était plus seulement une table pliante et un rêve. Nous étions le cabinet que les entreprises appelaient lorsqu'elles réalisaient que leur mur numérique était en papier. J'étais devenu une experte pour trouver les failles que les gens essayaient si désespérément de cacher. Nous étions dans la phase finale de sécurisation d'un contrat de 5 600 000 € avec Lekfrontech, un véritable mastodonte du secteur. C'était le genre d'accord qui change la trajectoire d'une entreprise pour toujours. J'avais passé des semaines dans des réunions de haut niveau avec leur président-directeur général, Arthur. Pour lui, je n'étais pas la fille qui avait été jetée à la rue avec seulement 340 € en poche. J'étais Camille Leroy, la professionnelle clinique et affûtée qui avait sauvé l'intégralité de son réseau d'une faille catastrophique lors de notre phase de test initiale. L'invitation est arrivée un mardi, glissée dans une épaisse enveloppe de couleur crème avec des dorures sur les bords. C'était une invitation à un mariage au domaine de Montferrand, l'un des châteaux les plus exclusifs de toute la région. Je l'ai ouverte à mon bureau en acajou, mes mains n'étaient plus rouges ni gercées, mais stables et calmes. Les familles Dupont et Beaulieu ont l'honneur de vous convier au mariage de leurs enfants, Chloé et Arthur. L'air dans mon bureau m'a soudainement paru rare. J'ai relu les noms. Chloé Dupont. Arthur Beaulieu. Ma sœur épousait mon plus gros client. C'était la collision de deux mondes qui n'étaient jamais censés se croiser. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai regardé l'invitation. Chloé avait toujours été l'investissement familial et il semblait que mes parents redoublaient d'efforts à présent. Ils essayaient d'acheter leur place dans l'héritage de la bourgeoisie Beaulieu en utilisant une version de Chloé qui n'existait tout simplement pas. Arthur me connaissait comme une experte, une spécialiste qu'il respectait. Il connaissait Chloé comme sa fiancée. Il n'avait jamais vu une seule photo de moi chez les Dupont. Ma mère, Valérie, avait effacé mon existence de leur mur depuis des années, disant à Arthur que Chloé était fille unique et qu'une cousine éloignée et perturbée avait autrefois causé bien des chagrins à la famille. Il n'avait aucune idée que nous partagions le même sang ou que j'étais le fantôme qui avait hanté son enfance pour qu'elle puisse briller.
Mon équipe de conformité était déjà en train de mener l'audit de sécurité standard sur les dossiers du personnel de direction de l'ECFRON. C'était la routine. Chaque employé, des cadres aux stagiaires, devait être vérifié pour s'assurer que le système à 5 600 000 € que nous construisions ne serait pas compromis de l'intérieur. Chloé y figurait en tant que directrice marketing senior. Je n'ai pas demandé à mon équipe de regarder de plus près. Je n'en avais pas besoin. Mon logiciel est conçu pour être totalement impartial. Il ne se soucie pas de la loyauté familiale ou des enfants rois. Il ne se soucie que de l'intégrité des données. Je savais qu'une fois que le moteur de vérification analyserait les identifiants de Chloé, le mensonge qu'ils avaient passé des années à perfectionner commencerait à s'effondrer. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma meilleure amie, Inès. Je vais à ce mariage, ai-je dit. Ma voix était neutre et concentrée. Il ne s'agissait pas d'une célébration. Il s'agissait d'un audit. Et au domaine de Montferrand, le rapport final était sur le point d'être livré. Le rapport est arrivé un samedi matin. Une mise en accusation numérique livrée avec une précision clinique. Dans le monde de la cybersécurité à haut risque, nous ne cherchons pas des sentiments, nous cherchons des anomalies. Et la vie de Chloé était un gigantesque feu rouge clignotant. Mon équipe d'implémentation avait signalé 3 noms pour une vérification approfondie dans le cadre de l'audit de l'ECFRON Tech, et celui de Chloé était tout en haut de cette liste. La vérification institutionnelle de sa grande école parisienne est revenue avec la mention « Aucun diplôme enregistré ». Ma sœur, l'enfant sur laquelle ils avaient investi et qui avait reçu 250 000 € pour une éducation de prestige, avait en réalité abandonné ses études au milieu de sa 2e année de licence. Elle avait dépensé le reste de cet argent en vivant un mensonge à Bordeaux, attendant qu'un homme comme Arthur lui fournisse la porte de sortie qu'elle ne pouvait pas construire elle-même. Elle avait contourné les vérifications d'antécédents rigoureux habituelles chez l'ECFRON Tech en tirant parti d'une recommandation de haut niveau et en rejoignant l'entreprise lors d'une période de fusion chaotique, lorsque la supervision des ressources humaines était au plus faible. Mais c'est son portfolio professionnel qui m'a glacé le sang. Pour obtenir son prétendu poste de direction chez l'ECFRON, elle avait soumis une étude stratégique sur la disruption des marchés. J'ai immédiatement reconnu la méthodologie. J'ai reconnu la formulation exacte à la page 12. Elle avait plagié mon mémoire de fin d'études, ces mêmes 12 pages que j'avais rédigées dans une salle de pause sombre entre 2 doubles services à la plonge. Elle n'avait pas seulement volé ma solvabilité pour s'acheter des chaussures. Elle avait volé mon cerveau pour s'acheter une carrière. Le registre criminel comportait cependant une dernière entrée. Depuis mes 21 ans, je surveille mes données bancaires et civiles comme un coffre-fort. En vérifiant la santé financière de la famille immédiate liée aux noces Beaulieu-Dupont, j'ai découvert une nouvelle alerte sur mon profil. Un crédit relais hypothécaire avait été contracté sur la grande meulière familiale du Bouscat. Le montant s'élevait à 180 000 €. La caution solidaire désignée était Camille Dupont. Elle n'était pas tombée sur moi par hasard, elle m'avait traqué. Lorsque les factures du mariage de Chloé ont commencé à s'accumuler, ma mère a fait des recherches sur mon ancienne identité, s'attendant à trouver une épave. Au lieu de cela, elle a découvert mon excellente cote de solvabilité et mon profil professionnel en tant que dirigeante de Crestline. Pour elle, mon succès durement gagné n'était pas une raison d'être fière. Ce n'était qu'une nouvelle ligne de crédit qu'elle s'estimait en droit de pomper. Ma mère, Valérie, avait une fois de plus falsifié ma signature. Elle n'était pas allée dans une banque traditionnelle. Elle avait utilisé un organisme de crédit privé alternatif, un prêteur de l'ombre agressif spécialisé dans les prêts immobiliers accélérés. Contournant les exigences strictes des notaires en soumettant de fausses signatures électroniques et en utilisant mon statut de dirigeante d'entreprise comme garantie. Ils organisaient un mariage royal pour leur enfant préféré en utilisant un prêt qu'ils avaient volé à la fille qu'ils avaient jeté aux ordures. Ils étaient littéralement en train de mettre mon nom en faillite pour sauver les apparences devant la haute bourgeoisie bordelaise. Je n'ai pas hurlé. Je ne les ai pas appelés pour exiger une explication. En cybersécurité, on ne prévient pas le pirate pendant qu'on cartographie encore son intrusion. J'ai simplement imprimé le rapport de vérification et les documents de prêt frauduleux. Je les ai glissés dans un porte-documents professionnel en cuir. La colère n'était pas explosive cette fois-ci. Elle était clinique. Ce n'était plus un simple drame familial. C'était un acte d'accusation pénale. En tant qu'auditrice principale pour un déploiement de sécurité de 5 600 000 €, j'avais l'obligation légale et fiduciaire de signaler ces anomalies.
mon silence n'aurait pas été qu'une simple indulgence. Cela aurait été une faute professionnelle grave qui aurait pu couler mon propre cabinet. Mes parents pensaient qu'ils mariaient leur fille à une fortune, mais ils co-signaient en réalité leur propre destruction. J'ai regardé l'heure. La cérémonie au domaine de Montferrand commençait dans moins de 4 heures. J'ai appelé le commissariat central et j'ai demandé à parler d'urgence à un inspecteur de la brigade financière avec lequel j'avais travaillé sur de précédentes affaires d'escroquerie. J'ai une plainte formelle à déposer, ai-je dit, et je sais exactement où se trouveront les suspects cet après-midi. J'ai informé l'inspecteur que les suspects n'étaient pas seulement coupables d'usurpation d'identité, mais qu'ils utilisaient actuellement les fonds volés pour se pavaner et solliciter des opportunités d'investissement auprès des riches invités du mariage. Une escroquerie active en cours qui nécessitait une intervention immédiate. À l'intérieur de mon ordinateur, l'écran brillait d'une autre forme d'aube. Le genre d'aube faite de faits, de chiffres et de châtiments silencieux. L'audit était terminé. L'heure de l'addition avait sonné. Le domaine de Montferrand était un monument dédié à l'imposture. 12 hectares de vignes vallonnées et de chênes centenaires, décorés de guirlandes lumineuses qui coûtaient plus cher que la totalité de mon premier appartement étudiant. 200 chaises étaient disposées en rangées parfaites, face à une arche couverte de roses blanches dont le parfum rappelait celui du chèque de 250 000 € que ma mère avait utilisé pour payer le ticket d'entrée de Chloé dans ce monde. Je suis arrivé vêtu d'une simple robe bleu marine, portant le porte-document en cuir qui contenait la destruction totale de la pièce de théâtre qui se jouait autour de moi. Valérie m'a repéré avant même que j'atteigne la 3e rangée. Elle ne m'a pas ouvert les bras ni adressé un mot de bienvenue. Elle s'est précipitée pour m'intercepter avec la froide précision d'un programmeur gérant un bug dans son système. « Tu es en retard » a-t-elle sifflé, sa voix contrastant brutalement avec le doux quatuor à cordes qui jouait en fond sonore. « Et tu ne vas certainement pas t'asseoir ici. Cette section est réservée à la famille. File vers le fond, près de l'entrée des cuisines. On n'a pas besoin que tu viennes faire un scandale avec ta jalousie maladive aujourd'hui. » Je n'ai pas protesté. Je ne lui ai pas rappelé que j'étais celle dont l'identité volée finançait les graviers mêmes sur lesquels elle marchait. Je me suis simplement éloigné vers le fond, regardant l'enfant chéri, Chloé, flotter le long de l'allée centrale dans une robe de mariée sur mesure qui était la manifestation physique de cette année de mensonges. La cérémonie a commencé, mais elle n'a même pas duré 3 minutes. Arthur se tenait devant l'autel, incarnant à la perfection le leader charismatique qu'il était, jusqu'à ce que ses yeux balaient l'assemblée et s'ancrent dans les miens. La musique ne s'est pas seulement arrêtée. Elle s'est éteinte. Arthur a blêmi, son regard tétanisé sur la dernière rangée. « Arthur, mon amour, qu'est-ce qui ne va pas » a chuchoté Chloé, sa voix résonnant dans le silence pesant. Valérie s'est avancée, tentant désespérément de sauver les apparences. « Ce n'est rien, Arthur. C'est juste Camille. Elle s'est pointée sans y être invitée pour faire des histoires. Ignore-la. » Arthur a ignoré Chloé à la place. Il est descendu de l'autel, le bruit de ses chaussures sur les dalles imposant un rythme qui signalait un basculement massif de pouvoir. Il a pointé son doigt directement vers moi. Est-ce que c'est Camille Leroy? La dirigeante de Crestlin Cyber? Ma mère a lâché un petit rire aigu et nerveux. Dirigeante? Arthur, ne sois pas ridicule. C'est juste Camille, la fille à problème. Elle est sûrement venue mendier de l'argent. Taisez-vous, a cinglé Arthur, les mots frappant le jardin comme un coup de fusil. Cette femme est l'unique raison pour laquelle l'infrastructure de mon entreprise ne s'est pas effondrée sous une montagne de plaintes ce mois-ci. C'est Leroy, l'experte principale de notre déploiement de sécurité à 5 600 000 €. Je me suis levé et j'ai marché dans l'allée centrale, le porte-document en cuir fermement tenu dans ma main. Je n'étais plus le fantôme au fond de la pièce. J'étais l'auditrice. Le visage de Valérie est passé par des nuances de couleurs que je ne croyais pas humainement possibles. L'élite bordelaise a commencé à murmurer, l'air s'alourdissant soudain de la prise de conscience que le statut social de la famille Dupont n'était qu'un vulgaire mirage. J'ai vu alors la vérité sur l'illusion absolue du pouvoir face à un compte en banque vide. Pour des gens comme ma mère, le pouvoir est une couche de peinture fraîche appliquée à grands coups de billets. Quand on découvre que ces billets sont volés, la peinture s'écaille et il n'y a plus aucune fondation en dessous pour les soutenir. J'ai tendu le dossier à Arthur. Vous avez demandé le rapport de conformité final de vos cadres, ai-je déclaré, ma voix clinique et claire portant jusqu'aux oreilles des 200 invités. Tout est là-dedans.
Le master qu'elle n'a jamais obtenu, le mémoire d'études qu'elle a volé sur mon propre disque dur pour décrocher son poste de directrice chez vous, et la fausse hypothèque que ma mère a contractée en usurpant mon identité pour payer cette petite sauterie. J'ai jeté un coup d'œil derrière moi. 2 officiers de police traversaient les jardins du domaine en direction de l'hôtel. Ce n'était plus un mariage. C'était le lieu d'une arrestation. Arthur Beaulieu n'a même pas eu besoin de lire chaque page du dossier. Le regard de terreur absolue sur le visage décomposé de Chloé valait tous les aveux du monde. Il a retiré son alliance et l'a posée délicatement sur le dessus des documents. Le mariage est annulé, a-t-il lâché. Il a quitté la terrasse sans se retourner une seule fois, ses associés commerciaux lui emboîtant le pas en formation serrée, signalant la fin définitive et brutale de l'ascension sociale de la famille Dupont. Les 200 invités sont restés figés dans un silence si lourd qu'on pouvait littéralement entendre le vent bruire dans les vignes. Ma mère n'a pas regardé Chloé. Elle n'a pas regardé les policiers qui s'approchaient. Elle m'a regardé avec un masque de bienséance qui venait finalement de voler en éclats pour révéler une rage pure et tranchante. Elle m'a traité de monstre. Elle a craché que j'avais détruit la vie de ma sœur. Mais je n'ai pas haussé le ton. Je lui ai répondu calmement que ce sont les mensonges de Chloé qui avaient détruit la vie de Chloé, et que le processus de conformité de mon entreprise avait tout simplement fait son travail en trouvant la vérité. J'en avais fini de subir en silence dans mon coin. Valérie et mon père, Laurent, ont été escortés vers les voitures de police, menottés. Les chefs d'inculpation pour usurpation d'identité et fraude au crédit allaient s'assurer qu'ils fassent face à des conséquences pénales bien plus permanentes qu'un simple embarras mondain. Ils ont fini par subir la saisie judiciaire de la grande maison bourgeoise du Bouscat, perdant ainsi la scène même où ils avaient joué leur spectacle de favoritisme malsain pendant 22 ans. Chloé, quant à elle, a été licenciée pour faute lourde de l'Ecfrontec avant même que le scandale ne fuite dans la presse locale. Dans le monde impitoyable du marketing et de la tech, falsifier ses diplômes est une tâche indélébile qui vous suit à chaque futur entretien d'embauche. Elle avait passé tellement de temps à essayer d'être exactement l'image parfaite qu'il voulait qu'elle soit, qu'elle en avait oublié de devenir quelqu'un de réel. Je suis assise dans mon bureau à présent. Le ciel au-dessus des toits de Bordeaux vire à un orange éclatant à travers la baie vitrée et mon équipe s'agrandit de jour en jour. Nous venons tout juste de finaliser ce contrat de 5 millions d'euros avec l'entreprise d'Arthur. Je regarde mes mains. Elles ne sont plus rouges ni crevassées par le liquide vaisselle industriel des brasseries. Mais je me souviens exactement de ce qu'elle ressentait quand j'avais 18 ans et que je n'avais rien d'autre au monde qu'une valise usée et un ticket de tramway. J'ai fini par comprendre que les liens du sang ne sont pas une dette sacrée. C'est juste de la biologie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que c'était la boussole morale de ma mère qui était brisée, et non la mienne. Elle m'avait dit un jour que la résilience était un don, mais en réalité, elle ne me l'a jamais offert. Je l'ai forgé moi-même, seul, dans les cuisines crasseuses tard le soir et dans les chambres de bonne glaciale. Le pardon n'est pas une porte qu'on claque à clé au nez des autres. C'est une porte qu'on décide d'ouvrir quand on est enfin devenu assez fort pour se tenir dans l'encadrement sans trembler. Si vous êtes le bouc émissaire de votre propre famille, la personne qui en fait toujours trop ou qui n'est jamais assez bien à leurs yeux, souvenez-vous de ceci. Leur rejet n'est pas le reflet de votre valeur. Vous n'avez pas besoin de faire exploser un mariage mondain pour trouver votre liberté. Parfois, la liberté, c'est juste le mot « non », prononcé une seule fois de manière claire, et qu'on ne retire jamais. Vous pouvez survivre sans eux. Et une fois que vous savez cette vérité au plus profond de vos tripes, plus personne n'a de pouvoir sur vous. Si l'histoire de Camille a fait écho à la vôtre, j'adorerais lire vos témoignages. Étiez-vous l'enfant prodige intouchable ou bien celui qui a dû construire sa propre lumière à partir de rien?